Et si on s'intéressait à nouveau à la célébration du 30e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, 30 ans, c'est l'âge de la maturité, c'est aussi l'âge de la sagesse, a dit Paul Biya à ses militants. Le président national du Parti de la Flamme s'est satisfait de ce que le RDPC est au Cameroun le laboratoire de la démocratie. Sauf que la nouvelle expression et le jour se demande si le RDPC survivra après Paul Biya. Le quotidien bleu s'interroge aussi si la suite sera comme au Zaïre ou si Paul Biya trouvera le moyen de placer l'un des siens. Avant sa fin, Cameroun Tribune est clair, beaucoup de défis s'imposent à l'heure actuelle au Parti de la Flamme et ce au lendemain de cette célébration. C'était sans oublier que la FIFA a adoubé l'échec du comité de normalisation pour reprendre les termes utilisés par le quotidien Le Messager cette semaine. Y a-t-il de la cacophonie entre la FIFA, la FECAFOOT et le gouvernement camerounais? Eh bien, que cache la nouvelle prorogation du mandat de Joseph Ouna et compagnie à la tête de la Fédération camerounaise de football? Interrogation dans cette émission qui va aussi feuilleter les pages de l'actualité à l'international avec le scrutin présidentiel au Nigeria. Quels sont les enjeux de ces élections? Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous retrouver pour cette autre édition de Droit de réponse. Droit de réponse, je le rappelle, c'est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Et c'est comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des analystes de tous bords, des experts, mais aussi des hommes politiques et des journalistes se relaient sur ce plateau pour peut-être tenter de nous faire voir ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci d'être avec nous. Avant de vous présenter nos invités de ce dimanche, d'abord un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différentes actualités. Cédric Noufélé, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être là ce dimanche encore, entre politique et autres sociétés. Beaucoup de choses à se dire, certainement. Vous l'avez dit, Sandrine Yamga, les 30 ans du RDPC ont fait les choux gras de la presse cette semaine. Au-delà des messages de solidarité du parti au pouvoir envers les forces de défense et les populations victimes des exactions de Boko Haram, Cameroun Tribune a tenu à diagnostiquer les maux qui minent cette formation politique créée le 24 mars 1985 à Bamenda. Le quotidien gouvernemental constate que le RDPC est devenu un terrain d'affrontement entre camarades du parti. L'œil du Sahel enfonce le clou en proposant un voyage au cœur des rivalités politiques dans le septentrion. Ce bi-hebdomadaire raconte comment des barons du RDPC n'hésitent plus à descendre jusque dans les caniveaux pour s'accuser mutuellement dans le but de s'accaparer du leadership du parti dans leurs départements et régions respectifs. L'œil du Sahel affirme que dans certains cas, le combat politique est si féroce que l'on ne compte plus les missions de réconciliation dépêchées sur le terrain par la hiérarchie du parti au pouvoir. De telles querelles intestines observées dans la majorité des bastions du RDPC poussent le jour à s'interroger sur son avenir. Le RDPC survivra-t-il à Paul Biya? Les avis sont partagés sur la question. Dans les colonnes du quotidien Le Jour, des politologues et des membres de l'opposition s'accordent à dire que la centralisation très poussée dans la gestion de ce parti hypothèque toute initiative et montre à suffisance que la disparition de Paul Biya entraînerait la disparition du RDPC, puisque son président national est présenté comme l'alpha et l'oméga au sein du RDPC. Cependant, des cadres du parti au pouvoir sont plus optimistes quant à l'avenir du RDPC. Certains reconnaissent tout de même que son avenir dépend des militants. Raison pour laquelle Cameroun Tribune a recensé les grands défis qui interpellent ce parti au pouvoir. Ce journal cite la discipline, un financement plus transparent, une plus grande ouverture pour l'intégration des femmes et des jeunes. Dans les coulisses de la célébration des 30 ans du RDPC, le Messager a surpris Paul Biya en flagrant délit d'escroquerie politique. Le message du président national du RDPC a été signé le 19 mars et fait à Yaoundé. Pourtant, le journal Le Messager sait que Paul Biya est hors du pays depuis le début de ce mois. Interrogé sur ce don d'ubiquité du chef de l'État, un haut cadre du RDPC minimise les faits et affirme que c'est le message qui est le plus important. Ce journal reproche au chef de l'État d'esquiver le bilan de sa gouvernance en voulant décrire une société démocratique qu'il dit avoir installée au Cameroun. Pour Le Messager, nous sommes à l'heure du doute républicain avec un président octogénaire et un parti trentenaire incapables tous les deux de se régénérer et de se réinventer.
Cette semaine, la presse a également tenté de percer à jour les cacophonies qui règnent entre l'État du Cameroun et la FIFA au lendemain de la prorogation du mandat du comité de normalisation à la FECAFOOT. Le jour affirme qu'il y a eu un démenti retentissant à Yaoundé après que la FIFA ait laissé entendre dans un communiqué que le gouvernement camerounais s'est engagé à faire modifier la loi relative à l'organisation et la promotion des activités sportives. Aurore Plus précise qu'il s'agit de revisiter les textes qui organisent la Chambre nationale de conciliation et d'arbitrage. De plus, ce bi-hebdomadaire a relevé une autre incongruité. La FIFA assigne la FECAFOOT d'organiser l'élection dans les ligues décentralisées avant l'adoption des nouveaux textes. Pourtant, la délégation camerounaise dépêchée au siège de la FIFA a présenté une série de résolutions obtenues au terme d'une concertation entre les différents acteurs du football. Le jour publie d'ailleurs l'intégralité des résolutions qui ont été ignorées par le secrétaire général de la FIFA. Aurore Plus dénonce le jeu trouble du comité de normalisation. Ce journal croit que cette instance envoyerait des rapports secrets à la FIFA pour qu'elle contraigne le Cameroun à modifier ses lois. En clair, le Messager constate que 19 mois après la mise sur pied du comité de normalisation, les grandes illusions d'une refondation perdurent à la FECAFOOT. Terminons cette revue par les élections présidentielles au Nigeria. Très peu de journaux camerounais évoquent ce sujet. C'est du moins ce que, pourtant, l'avenir de la lutte contre Boko Haram est un enjeu important. C'est du moins ce que pense Cameroun Tribune. Ce journal souhaite que ce rendez-vous crucial permette aux millions d'électeurs nigérians d'opérer un choix en rejetant l'option Boko Haram et en dénonçant ceux qui soutiennent cette secte islamiste. La météo, quant à elle, critique le président sortant. Pour ce journal, Goodluck Jonathan est préoccupé par sa réélection alors qu'il doit rechercher des voies et moyens pour régulariser la situation sécuritaire de son pays. À ce sujet, la Nouvelle Expression rappelle que cette organisation terroriste a provoqué la mort de 13 000 personnes au Nigeria et plus d'1 million de déplacés en 6 ans. Ce journal précise également que ce n'est pas la première fois que Goodluck Jonathan affronte son principal challenger, Muhammadu Buhari. Le président sortant l'avait battu en 2011, mais la Nouvelle Expression souligne que cette année-là, des violences post-électorales avaient fait 1000 morts et des observateurs craignent que ce spectre de la violence post-électorale ne ressurgisse encore cette année 2015. Merci Cédric Noufélé, merci à vous. On se retrouve dimanche prochain, c'est bien cela? C'est bien cela, Sandrine Yamga. Très bien, merci donc à vous également, très chers messieurs, d'avoir accepté ou d'avoir répondu à cette invitation qui était la nôtre. Christian Massouma, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes dans les couloirs de la communication. Vous suivez beaucoup l'actualité. Alors, si on vous demandait de dire un mot, vous avez certainement suivi ce rapport qui fait savoir que 4700 accidents de la circulation ont été recensés au Cameroun cette semaine d'ailleurs. Pas moins de 50 personnes environ seraient décédées sur nos routes. Ça commence à en faire trop, vous le direz? Oui, ça en fait trop et je pense que les Camerounais de plus en plus s'interrogent sur l'action gouvernementale en matière de prévention routière. Beaucoup de choses sont annoncées ici et là, il y a des effets d'annonce qui sont relayés par les médias, peut-être un grand renfort de publicité, mais la réalité est que nos routes demeurent un véritable mouroir. Et ça paraît extrêmement choquant. Je suis très ému par les chiffres que vous avancez et qui ont été publiés. Nous espérons juste que le gouvernement de la République se rendra compte qu'il a une responsabilité en matière de la sécurité routière et que les Camerounais ne peuvent pas continuer à tomber comme des mouches sur nos routes. Et si vous aviez des choses à proposer, ce serait quoi? Mais écoutez, moi je ne pourrais pas... Vous savez très bien, le ministre des Transports a très souvent pris un certain nombre de mesures en suspendant les agences, en retirant les licences, en retirant également des permis de conduire. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Madame, quand vous arpentez nos routes à longueur de journée, que ce soit au niveau des axes principaux ou alors au niveau des axes secondaires, vous vous rendez compte qu'en réalité, toutes les mesures qui sont annoncées n'ont pas une application concrète sur le terrain. Parce que on a suspendu des agences. La plupart de ces agences qui ont été suspendues continuent à avoir pignon sur rue. Et certaines mesures, certes, souvent dans certaines agences, tendent à croire qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites pour améliorer cela. Mais la réalité reste les chiffres qui sont extrêmement
dommageable pour notre sécurité routière. Et je pense qu'il est grand temps qu'on essaye de siffler véritablement la fin de la récréation. Parce que s'il y a des mesures coercitives, il faudrait que ces mesures soient véritablement appliquées. Il ne faut pas que le ministre des Transports descende sur le terrain un jour avec une escouade de gendarmerie ou de police et que 3 jours après, vous constatiez en repassant dans les mêmes axes que c'est les mêmes pratiques qui perdurent. C'est-à-dire, vous allez voir les usagers de la route, et essentiellement les transporteurs et toutes les personnes qui arpentent les axes, avoir les mêmes comportements, soit face au radar, soit face aux agents qui sont censés assurer cette sécurité routière. Donc je pense que le gouvernement, sur ce que nous avons comme retour, est sensibilisé sur cette question, mais il faudrait qu'il adopte des mesures un peu plus coercitives pour pouvoir endiguer ce phénomène. Très bien, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous disons également bonjour à Elie Smith. Bonjour. Bonjour Sandrine. Vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé au Congo. Alors, si on vous interrogeait sur notre fait d'actualité à l'international, Karim Wade, vous avez certainement suivi cette actualité au Sénégal cette semaine, entre les 6 ans de prison et lui, candidat à la présidentielle. Oui, je pense que les militants du PDS ont voulu peut-être mettre la pression sur le système judiciaire sénégalais pour lui présenter un peu comme victime. Mais je pense que Karim Wade mérite un peu ce qu'il a eu parce qu'il était là-bas, appelé le ministre du ciel et de la terre. Il faisait un peu tout ce qu'il voulait. Donc je pense que ça montre que la démocratie sénégalaise en Afrique francophone est quand même solide et que si tu es l'enfant d'un chef d'État, tu ne dois pas te permettre de faire tout ce que tu veux. C'est aussi un signal fort à tous les chefs d'État qui pensent que quand ils viennent dans une république, ils les transforment en une royaume, ils mettent leurs enfants, leurs fils, leurs parents, leurs femmes dans les postes stratégiques. Donc je n'ai pas de sympathie vis-à-vis d'Abdoulaye Wade. Je félicite la justice sénégalaise qui n'a pas été intimidée par les manœuvres d'Abdoulaye Wade. D'abord, Abdoulaye Wade quand même beaucoup déçu des gens avec ses propos excessifs vis-à-vis de Macky Sall, le président actuel. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais sauf qu'Abdoulaye Wade pense qu'il s'agit d'un procès purement politique. Non. Vous ne pensez pas? Je ne pense pas que c'est un procès purement politique. D'abord, Macky Sall, c'est un produit de Abdoulaye Wade, c'est un libéral. Karim Wade a été un grand ami de Macky Sall, ça je connais très bien, mais le problème est que quand vous êtes chef d'État, ou quand vous occupez une fonction dans une république, il faut savoir distinguer les amitiés et puis les règnes de pouvoir. Donc Macky Sall n'a rien à voir dedans, c'est la justice sénégalaise. Il faut avoir une justice indépendante et je pense que la justice sénégalaise est indépendante. Sauf que la justice a pu remarquer que Karim Wade est trop jeune pour être trop riche. Voilà, est-ce que vous pouvez me poser la grande question est que voilà quelqu'un, je ne sais pas s'il a, bon, je ne sais pas quel âge il a, mais il est très jeune, il n'a hérité aucune fortune. Vous voyez, c'est un peu quelque chose qui se passe en Afrique. Vous avez beaucoup de gens qui sont des gens ruraux, qui n'ont pas une histoire capitalistique aucune, et que du jour au lendemain, il devient immensement riche. Donc ça aussi s'appelle à la lutte contre la corruption, c'est qu'on doit faire ici au Cameroun, faire au Congo, faire dans tous les pays de l'Afrique où on a des gens très corrompus qui détruisent leur pays parce qu'ils veulent amasser des fortunes pour eux. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous disons aussi bonjour. Hervé Akam, bonjour. Bonjour Sandrine, merci de m'avoir invité sur les charmes de vos studios. Merci, vous êtes militant du RDPC. Bien entendu. J'ai pris ma carte depuis pratiquement 2 ans. Ouais. J'ai battu campagne à Saint-Bélimin pour la dérive. Heureusement, ça s'est très mal passé. Et vous savez, mais vous restez quand même fermement militant. Bien entendu, oui. Je crois que même Victor Hugo se relevait de tous ces déboires. Alors, je crois que je fais partie un peu de ces gens qui se relèvent de tout. Alors, je pense que je suis en même de repas de campagne pour les prochaines séances. Alors, il y en a qui ont été quelque peu choqués ou peut-être émus par ce crash d'avion au sud de la France, émus surtout lorsque l'on apprend qu'un copilote aurait été à l'origine de la mort de 150 personnes. Ça donne quand même à s'interroger sur nos structures, nous en Afrique, sur tout ce qui concerne l'aviation. C'est bien cela? Oui, bien entendu. Je crois que c'est un peu ce qui arrive un peu. Je crois que ce jeune homme a mis des vies pratiquement en danger en prenant une attitude qui n'était pas, qui répondait pas à des standards internationaux admis, c'est-à-dire avoir
quand on a la responsabilité de conduire près de 150 personnes, c'est bien d'avoir aussi un esprit sain. Mais malheureusement, il se trouve que ce monsieur n'avait pas un esprit sain. Et compte tenu un peu de ce qu'on sait un peu des Allemands, qui sont des gens extrêmement rigoureux, parce que j'ai vécu aussi dans ce pays, c'est des gens extrêmement qui ont une manière de faire qui est tout à fait très rigoureuse. Alors je me demande comment il a pu passer entre les filets de cette rigueur allemande que l'on connaît. Alors pour répondre un peu à la question de qu'est-ce que on aurait pu faire, je crois que chez nous, il ne faut même pas envisager ce type de rigueur. Sinon, on est loin d'y penser, dans la mesure où on est dans un panier à crabes. Effectivement, tout, parce que vous êtes le fils de tel, parce que vous êtes le cousin de tel, vous pouvez accéder à des postes qui n'ont rien à voir avec vos compétences. Alors donc, je crois que chez nous, c'est un peu le fourre-tout, c'est une sorte de tonneau de Danaïde qui fait en sorte que quand vous êtes dedans, vous rentrez et vous vous perdez. Et donc, je crois que c'est un peu le phénomène un peu en Afrique, il faut le dire. Donc, chez nous, heureusement, j'ai souvent, je vois souvent des gens aller en prière pour effectivement prier, parce que c'est la seule prière est le moment, ce qu'on appelle un peu les historiens de la mort appellent un peu l'économie des indulgences. Alors, la prière fait un peu de ces économies des indulgences que l'on adresse à Dieu, effectivement, pour que nous n'ayons pas ce type de catastrophe qui, effectivement, peut arriver à tout moment. Alors, cela me permet quand même de parler juste en un mot avec vous. Camerco, 4 ans, vous vous sentez vraiment dans un pays où on parle de compagnie nationale? Oui, pour le moment, c'est... Vous savez, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on n'a pas une classe moyenne qui nous permet d'avoir une flotte de ce genre. En réalité, donc je crois que le mieux, c'était effectivement, pour moi, je pense, de faire des locations qui permettent effectivement de permettre ces transports, le transport aérien, qui soit un peu dynamique. Mais là, j'ai comme l'impression que ces avions-là ne servent pas grand-chose, dans la mesure où, quand on regarde un peu le nombre de retards qu'il y a pour la Camerco, quand on regarde un peu toute la bureaucratie, vous savez, regardez un peu l'accueil quand vous êtes à l'aéroport de Yaoundé. Franchement, c'est un accueil qui n'est pas digne de nos agences. Alors, tous ces tralala bureaucratiques font en sorte que, vraiment, j'ai comme l'impression qu'on a c'est plutôt, je dirais, une agence de pacotille. C'est pas vraiment une agence qui répond aux critères d'une agence telle qu'on en rencontre en Europe. Vous savez, vous pouvez rater un avion, vous ne serez jamais indemnisé. Ça, c'est ce qui se passe chez nous. Alors qu'en Europe, dès que vous perdez un vol, vous ratez un vol, le lendemain, on vient vous voir, vous êtes accueilli, on peut même on vous indemnise. Ce qui n'est pas souvent le cas. Donc on a affaire à une certaine bureaucratie dans l'aviation qui fait en sorte que, moi j'ai bien peur que, effectivement, ce soit encore des vols pour rien et des vols pour aller mourir, comme on dit. Très bien. Merci à vous d'être là, Eva Kam. Et nous Merci. disons enfin bonjour à Charles Mongué Mouyeme, bien connu ici et ailleurs. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Vous apportez beaucoup les couloirs du sport. On en reparlera certainement au cours de cette émission. Mais d'abord, on vous permettrait de dire un mot sur ces missions qui sillonnent les stades du Cameroun dans la perspective des CAN 2016-2019. 2016, c'est bientôt. Pensez que le Cameroun commence à être prêt à accueillir la CAN de football féminin? Certainement pas. Certainement pas. Si on en est encore aux missions de vérification des stades, je me demande comment on a obtenu l'organisation des CAN. Parce qu'il me semble que dans le dossier que vous devez présenter au niveau des instances de la CAF, vous devez avoir un certain nombre d'éléments, d'études qui ont déjà été faites, qui attestent que ce que vous dites, vous allez le réaliser. Mais si c'est après avoir obtenu l'organisation des CAN, qu'une des missions descendent pour nous dire qu'elle prépare les études, c'est-à-dire qu'elles n'en sont même pas aux études, elle prépare seulement les études pour la réalisation ou la réhabilitation des infrastructures, vous comprenez bien que c'est inquiétant. En réalité, pour moi, ces missions, c'est pour dire à vous de la presse que regardez, il y a des gens qui travaillent, et dire à ceux qui nomment que regardez comment vous nous avez donné des pauses, on n'est quand même pas en train de dormir, mais au fond, ils ne travaillent pas. C'est donc du saupoudrage alors? Oui, c'est-à-dire qu'on consacre beaucoup de temps dans notre pays à bluffer. Je vous assure que si on consacrait la moitié de ce temps à travailler effectivement, on serait très très loin. Mais on consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de salive, beaucoup d'encre
à essayer de montrer à la population, oui, Equinox, venez, telle autre télé, venez nous voir au stade, on est en train de regarder comment on va réhabiliter le stade de la réunification, etc. Il y a un gymnase qui est tombé ici, vous souvenez même plus quand. On n'en parle plus. Ça fait beaucoup de temps. On n'en parle plus, c'est fini cette histoire. On a fait un stade à Limbé. La portion du Cameroun qui consistait à faire la route et le parking de ce stade, on n'arrive pas à réaliser ça. Maintenant, en sortant même du foot, même les hôpitaux, l'hôpital obstétrique, on a déjà nommé tout le monde, mais il n'y a pas de route pour accéder. Moi, je pense qu'on rigole un peu, consacrons-nous à travailler. C'est-à-dire que c'est embêtant quand vous regardez ça, vous vous dites, mais quelle énergie pour rien du tout. Regardez toute la délégation qu'il y a, ils étaient une trentaine de personnes pour venir regarder les murs du stade. Ce stade à quel âge? Tous les Camerounais peuvent vous dire par cœur ce qui va pour le stade de réunification. Alors qu'une grosse mission, frais de mission, temps perdu, etc. Non, moi je crois que ça montre simplement que on est dans une ère de bluff, dans une ère où on fait des maquillages. Il faut qu'on revienne à la normale, c'est-à-dire un peuple qui travaille réellement et dit après avoir travaillé que venez regarder ce que j'ai fait. Voilà. Très bien. Merci donc à vous. On reparlera de sport en espérant que tout sera fin prêt d'ici le lancement de la CAN 2016. Je vous propose de parler politique. À l'entame de cette émission, la presse s'est beaucoup consacrée à la célébration des 30 ans du RDPC. Alors, Christian Massoma, de votre point de vue, pourquoi était-il si important pour la presse de revenir sur ces années passées par, ces années du RDPC? Vous savez, au Cameroun, le RDPC n'est pas simplement un parti politique, mais c'est un parti qui tient les rênes du pouvoir. Et tout le monde l'assimile très souvent à un parti-État, ce qui est, à mon avis, le cas. Donc, quand vous avez un parti qui est né dans un contexte politique qui était celui que nous connaissions en 1985, qui a d'ailleurs été plus ou moins rappelé dans la lettre du président national, et que 30 années après, il faille faire un bilan, je pense que ça devrait mériter véritablement une couverture médiatique ou un traitement tel que celui qui a été fait. Maintenant, à mon avis, ce que j'ai constaté en lisant la lettre du président de la République et du président national du RDPC, c'est que nous avons l'impression que le RDPC s'auto-glorifie ou alors que le RDPC semble tirer un bilan assez satisfaisant de ces 30 années de règne sans partage dans notre pays. Il y a deux mots qui ont été ressortis, rassemblement et démocratie. Et tout à l'heure, à la revue de presse, je pense que vous disiez déjà ça, que le président de la République et le président national du RDPC semblent s'approprier l'avènement de la démocratie au Cameroun. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Et je pense que si nous voulons tirer un bilan des 30 années du RDPC dans ce pays, ça restera un bilan extrêmement mitigé, pour ne pas dire un bilan négatif pour la plupart des Camerounais. Et moi, je dénie cette façon et cette perception de dire que c'est grâce au RDPC qu'un jour les Camerounais ont connu la démocratie. Les personnes qui ont vécu dans les années 90 avec le retour du multipartisme savent tout simplement que c'était un contexte historique qui a poussé le RDPC à accepter la possibilité du multipartisme au Cameroun. C'est-à-dire, on a eu le discours de la Baule, on a eu le contexte de la perestroïka, et nous avons d'ailleurs, ceux qui s'en souviennent, nous avons vécu cette période, le RDPC qui a marché contre le multipartisme, le retour du multipartisme. Donc ça veut dire que le RDPC, dès le départ, n'a jamais accepté l'idée que le multipartisme revienne au Cameroun. Parce qu'un parti qui n'imagine pas que le pays puisse vivre avec de l'alternance politique, ce qui est, pour moi, à mon avis, la chose numéro 1 en matière de démocratie, c'est la capacité à pouvoir assumer ou alors à pouvoir envisager une alternance. Aujourd'hui, au Cameroun, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les personnes qui pensent, enfin les personnes et les militants du RDPC qui pensent qu'ils sont les pères de la démocratie et du rassemblement. Le rassemblement qu'on évoque au niveau de la lettre en question, tous les Camerounais savent qu'il y a simplement deux facteurs aujourd'hui qui nous permettent d'être rassemblés. Le football de temps en temps et aujourd'hui, le patriotisme qui est né particulièrement ou alors qui s'est accentué avec Boko Haram, qui permettent que tous les Camerounais se sentent concernés par ce phénomène et essayent de renforcer leur sentiment d'appartenance nationale. Donc pour moi, pour le moment, le bilan de 30 ans du RDPC, si nous devons
l'eau tirée, ça reste un bilan pas tout à fait positif et assez mitigé. On reviendra certainement pour comprendre pourquoi vous parlez de bilan négatif, pas positif pour vous. Alors, Ellie Smith, la presse, cette année, s'est intéressée aux 30 ans, l'année dernière aux 29 ans du RDPC, un peu plus tôt, les 28 ans. Pourquoi continue-t-elle à se dire qu'il faut revoir le bilan? Oui. Est-ce qu'elle avance finalement? Est-ce qu'elle permet aux Camerounais d'en savoir un peu plus sur l'histoire du RDPC, d'en savoir un peu plus sur ce qui s'impose même à ce parti? Je pense que non. Moi, j'ai apporté un journal à Mutation qui dit que c'est 30 ans de gâchis. Et c'est tout à fait normal que la presse s'intéresse parce que c'est le parti au pouvoir. Et puis, ça m'a un peu fait rire parce que j'ai regardé la télévision, je voyais la mort d'un certain Lee Kuan Yew, qui est le monsieur qui a fondé le Singapour, qui a pris un pays pauvre. Dans un espace de 30 ans, il a changé. Et j'ai comparé avec Paul Biya, 30 ans de RDPC au pouvoir, même après, avant, parce qu'il est venu en 82, c'est un gâchis total. Donc c'est tout à fait normal. Est-ce une comparaison un peu risquée entre le Singapour et le Cameroun? Il n'y a pas de risque. Je comprends un peu qu'il y a souvent les petits détails, mais je voulais par là dire qu'on peut aimer quelqu'un qui a mis le temps au pouvoir, qui a changé son pays. Si vous ne voulez pas le Singapour, je vous prends le cas de la Malaisie. Paul Biya n'est pas le docteur Mahathir Mohamed, qui a changé aussi son pays. Si tu vois le Cameroun, le bilan est catastrophique sur le plan économique. À un moment, je crois on reviendra si vous voulez bien. Je pense que ce qu'il faut est que c'est un parti qui n'a même pas honte. J'aurais appris qu'ils vont célébrer les 30 ans de ce parti à Paris. Donc 30 ans de quoi? 30 ans de privatisation, 30 ans de pauvreté aiguë, 30 ans de perte d'influence camerounaise. Je vous rappelle qu'à un moment, le Cameroun était une économie intermédiaire. Elle est aujourd'hui économie, pays pauvre, très endetté. Vous allez me dire que beaucoup de pays sont comme ça. Je comprends que les gens souvent, quand les gens ont une incompétence, ils se complaisent quand tout le monde aussi est incompétent comme eux. Et puis vous voyez même l'influence économique. Le Cameroun, à un moment dans la zone CEMAC, était la puissance économique de cette zone. Faux, elle ne l'est plus. La première économie ou puissance financière, c'est le Congo, suivi de la Guinée équatoriale. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on doit voir. Moi je pense que si moi j'étais Paul Biya ou le RDPC, c'était bien qu'il commence déjà à penser à démissionner au lieu d'avoir la honte comme Mobutu a eu vers la fin de son régime. Je pense qu'on aura l'occasion de y venir. Je dirai un peu en plus détail ce que j'en pense. Mais sauf que lorsque vous parlez du gouvernement, vous parlez d'économie, vous parlez de politique, finalement vous assimilez le RDPC à être comptable de tout ce qui se passe? Oui, madame, quand vous êtes au pouvoir, c'est vous qui gérez. Vous pensez qu'on doit dire qui est comptable? C'est eux qui sont au pouvoir, ils sont au pouvoir sans... Et ils n'aiment même pas la contestation, ils n'aiment même pas partager. Je pense que mon collègue ou ami qui est à côté vient de le dire. Voici les gens que, dans les années 90, ils ont tué des gens ici, ils ont fait des manifestations contre la démocratie. Et venir dire aujourd'hui, s'approprier de la démocratie, de la liberté d'expression qu'il y a là, je pense que c'est une usurpation des gens qui n'ont pas honte. Alors, Hervé Akam, décidément, le RDPC doit avoir fort à faire entre ceux qui estiment que cela fait 30 années de gâchis, qu'il faut mettre la mauvaise gouvernance, l'économie qui a du mal à être boostée. Oui, je crois que les propos sont un peu vraiment excessifs. C'est ce qu'on appelle un peu du trash bashing. Et donc, ça sert à rien, franchement. Je crois qu'il faut comprendre que les gens ont une mémoire courte, hein, quand même. C'est le RDPC, en termes de démocratie, c'est eux qui ont porté la démocratie, dans la mesure où le président de la République, dans son parti, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il avait dit, voilà, on va initier une sorte de démocratie dans le parti. Et c'était parti comme ça. Et puis, il a étendu aussi cette démocratie au pays. Il n'y a pas, moi, je ne sais pas, il y a des personnes qui ont eu une sorte de pression de la boule ou de pression de la pardon. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu d'intervention de Gorbatchev, etc. Non, je crois que vraiment, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Aussi, je crois qu'il faut éviter un peu ces travers qu'on retrouve souvent dans nos pays africains qui sont dans une sorte de jet du sort, qui dit toujours, voilà, c'est pas l'autre qui a créé la démocratie, c'est pas l'autre qui a fait. Or, en réalité, c'est eux qui étaient au pouvoir, c'est le RDPC qui était au pouvoir, donc c'était à eux d'initier ce mouvement démocratique qui était né, qui était une exigence, parce qu'on avait une classe moyenne, une intelligence qui, effectivement, avait besoin de s'affirmer du point de vue
l'expression démocratique dont tous ces mouvements, effectivement, ont abouti à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, on a ce qu'on appelle, moi je pense, pas une sorte de démocratie, parce que d'après ce que j'entends dire de ceux qui sont sur le plateau, j'ai comme l'impression qu'ils veulent nous expliquer qu'il y a une crise de la démocratie. Non, il n'y a pas une crise de la démocratie, dans la mesure où on voit comment se développe la liberté d'expression dans les partis, dans les journaux, etc. Ça discute à tout. Nous, on a à Yaoundé un forum des intellectuels où on débat de tout. Donc, je crois qu'il y a vraiment une vie démocratique importante. En revanche, moi, je pense qu'il y a plutôt une crise de l'État. C'est ça qui existe dans la mesure où l'État n'arrive pas effectivement à satisfaire les attentes des gens, c'est-à-dire en termes de besoins. Alors, pour vous, l'État, c'est qui? Il y en a quand même à côté de vous qui estiment que l'État est quand même, ou bien le gouvernement, est en majeure partie constitué des militants du RDPC. Donc, s'il y a un problème, il faut le mettre à l'actif de ceux qui y sont. Bien, je crois qu'il faut quand même une séparation. Moi, je crois qu'il y a une séparation entre le parti le RDPC, où je milite, et puis l'État aussi. Je crois que c'est deux choses bien différentes. Je crois qu'on n'a pas besoin de... Jamais je n'ai entendu un ministre dire que quand il est au pouvoir, quand il est dans un ministère, il dirige au nom du parti, il se met au service de la nation. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle les attentes. Il y a les limites aussi de l'État, et ça se voit un peu partout dans tout le monde. Aujourd'hui, quand on regarde un peu l'extérieur, on se rend compte qu'effectivement, tous les États sont atteints par cette limite un peu de ce que la démocratie peut nous apporter en termes de production au niveau de l'emploi, en termes de production au niveau des les innovations pour réformer un peu l'État, etc. Donc, ce sont ces initiatives qui manquent. Or, là, c'est là où effectivement le RDPC peut venir en appui pour dire, voilà, nous on a des idées pour effectivement faire en sorte que l'État change. Donc c'est là, à mon avis, l'importance. Donc ce qu'on entend dire, je crois que les gens font beaucoup de confusion là, peut-être parce que c'est pas des politologues avérés, ou alors parce qu'il y a un manque de culture politique qui fait en sorte qu'on mélange tout autour. Donc on mélange les serviettes et les torchons de ce qui se passe un peu enfin ce que j'aperçois, je me rends compte que c'est ça qui existe un peu au Cameroun. Très bien. Donc si on parle effectivement du RDPC, parce que là c'est le 30e anniversaire là, dont on parle aujourd'hui. Je crois que c'est un anniversaire qui est un anniversaire. Il faut la parole critique, c'est-à-dire dire au RDPC, parce que vous savez, moi je suis un militant du RDPC, je fais aussi partie de la branche un peu critique, et ce que je reproche un peu, c'est un manque de débat démocratique à l'intérieur du parti. Puisque très bien. On reviendra sur le RDPC et ses défis actuels, ou bien ceux qui s'imposent à ce parti politique après ces 30 ans. Alors, Charles Mongué-Mouyemé, mais la presse, on l'a dit tout à l'heure, s'est beaucoup intéressée au bilan du RDPC, quelquefois s'est intéressée à l'avenir, mais que craint la presse au fait? En fait, moi je dirais que la presse était un petit peu embarrassée. Parce que 30 ans c'est long. 30 ans d'un parti au pouvoir, ça fait long. Et chaque année, il faut parler d'un anniversaire de ce parti. La presse avait, pour les 30 ans, vous savez, chez nous, on a quelque chose, quand il y a une commémoration, la question qui revient toujours, c'est quelles sont les innovations de cette année. C'est-à-dire, la presse se demandait, qu'est-ce qu'on va dire qui n'a jamais été dit. Je crois que c'est ce que vous appelez marronnier dans votre métier, pour qu'on ne tombe pas dessus. Donc, je crois que j'ai noté, pour ma part, cet embarras-là, parce que qu'est-ce qu'on allait dire qu'on n'avait pas encore dit sur ce parti depuis 29 ans? Ils viennent célébrer un anniversaire solennel, le 30e, mais depuis 29 ans, nous disons les mêmes choses. Donc j'ai un petit peu compris ça dans ce sens-là. Maintenant, au niveau des enjeux d'un anniversaire, je crois que cette année, ceux qui étaient embarrassés par le bilan, notamment la presse officielle, s'est appesantie sur Boko Haram. C'est la tarte à la crème en ce moment. Donc, alors, un anniversaire sur Boko Haram, on allait le lancer à Maroua. On dit que c'est un choix politique. Donc, je crois que il y avait, même du côté des organisateurs, il y avait un certain embarras à trouver. D'ailleurs, leur thème, je crois que vous vous souvenez de leur thème. Hein. Moi, j'ai lu le thème de cet anniversaire. 30 ans au service de la paix. Au service... non, 30 ans et toujours plus loin. Dans la promotion de la paix, de l'unité, de la démocratie et du progrès. Vous comprenez que même le thème montre l'embarras du parti. Parce que 30 ans plus tard... Non, 30 ans plus tard, si vous en êtes à dire toujours plus loin et à ressasser
les thèmes sur lesquels vous revenez tous les jours, la paix, l'unité, la démocratie, je crois que ça marque quand même que vous êtes relativement embarrassé par rapport à votre parti. Maintenant, moi, je voulais dire une chose quand même sur ce que j'entends. Si vous me dites que c'est le RDPC qui apporte la démocratie au Cameroun, alors c'est la France qui nous a donné l'indépendance. Moi, je veux faire juste j'ai eu la maladresse, je dis ça comme ça, d'être allé relire l'idée, c'est-à-dire comment on peut dire ça, l'idéologie du RDPC, qui est contenue dans un livre qui s'appelle « Pour le libéralisme communautaire », lequel livre est sorti en 1990. Je dis, j'ai eu la maladresse de le lire, parce que quand je l'ai relu aujourd'hui, 29 ans après, sincèrement, je me suis dit, en réalité, le RDPC est le premier parti d'opposition au Cameroun. Parce qu'il a fait carrément tout le contraire de ce qui est dans ce livre. Alors, si vous êtes le timonier et que vous donnez une ligne, et les vôtres vous rament à contre-courant, ils s'opposent à vous, en réalité. Et finalement, ils vous mangent et vous-même vous vous opposez à votre propre idéologie. Je veux simplement dire, dans ce livre, en page 151, le président Biya, c'est lui qui parle. Ce chapitre s'appelle « Appel ». Je tiens à rappeler ici, l'histoire du Cameroun ne commence pas en 1960 avec l'indépendance. Et comment fut-elle donc acquise, cette indépendance? Elle ne fut point ni donnée, ni octroyée aux Camerounais. L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dignes fils, enfants issus de ce terroir, et dont les noms sont, hélas, restés tabous pendant le quart de siècle qui vient de s'écouler. 30 ans plus tard, est-ce que vous avez l'impression que ces noms ne sont pas toujours tabous? Donc c'est pour ça que je dis, en réalité, la presse a balayé un petit peu tous les domaines, parce que j'ai jeté un coup d'œil, on a balayé l'histoire du RDPC, d'où ça vient, les enjeux, un certain nombre de choses. Mais quand vous finissez cette lecture, vous vous dites, je n'ai rien appris de plus. Voilà l'impression que vous avez, parce que ça fait 30 ans, plus long que l'UNC d'ailleurs, je crois. Je crois que le RDPC a déjà une durée de vie plus longue que celle de l'UNC. Alors, Christian Massoma, tout à l'heure on évoquait l'avenir du RDPC, on le disait, la presse se demande ce qui va se passer après Paul Biya. C'est une interrogation que vous trouvez légitime en ce moment? L'interrogation est légitime parce que malheureusement, et n'en déplaise aux militants du RDPC sur ce plateau, il y a très peu de militants au sein du RDPC qui ne sont pas conviction, c'est-à-dire qui partagent l'idéologie que M. Mouyeme vient de rappeler ici sur ce plateau. Donc le RDPC, et ce n'est pas moi qui vais tirer ce bilan, est beaucoup plus un parti d'opportunistes, un parti de personnes qui pensent qu'en militant dans le RDPC, ils vont pouvoir avoir une ascension sociale, ils vont pouvoir avoir leur part de gâteau national et ils vont pouvoir peut-être continuer à détourner les derniers publics en toute impunité. On nous a, depuis quelques années, servi une fameuse opération Épervier. Cette opération Épervier, et je vais poser la question peut-être à mon collègue sur ce plateau, tous les militants du RDPC extrêmement importants, qui ont occupé des postes très importants dans le parti, sont en prison aujourd'hui. Mais il peut y avoir des dérives, il peut y avoir des brebis galeuses dans le troupeau. Oui, il peut y avoir des dérives, je suis d'accord. Et ces dérives doivent être sanctionnées. Là aussi, je suis d'accord. Mais je voudrais juste dire que quand on regarde ce qui se passe au sein du RDPC, on se doit d'être inquiet. Parce qu'un parti qui refuse des principes de l'alternance démocratique, on a parlé des règles du jeu. Moi, je ne suis pas sûr que notre arsenal législatif aujourd'hui est un arsenal qui nous permet d'organiser des élections transparentes dans ce pays. C'est-à-dire de permettre au peuple camerounais de véritablement s'exprimer. Moi, je ne pense pas que quand on dit que la démocratie est vivante, elle n'est pas du tout vivante. La liberté d'expression peut-être aussi. Je suis d'accord qu'il y a eu des avancées. Et moi, je ne suis pas de ceux qui sont en train de nier toute avancée. Non, oui, la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous exprimer. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître des choses. Non, non, moi, non, je dis, nous sommes là pour faire un débat constructif. Je ne suis pas là pour faire... Le débat, c'est est-ce que ça a été donné? Non, si ça a été, je voulais y arriver. J'ai dit tout à l'heure qu'on nous a dit que nous étions en train de faire des amalgames. Personne ici n'est naïf sur les conditions de l'arrivée de la démocratie entre guillemets au Cameroun, parce qu'il y a eu quand même des marches assez importantes, il y a eu des manifestations, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pour qu'on puisse finalement arriver au retour
retour du multipartisme et au début de la démocratie RBA. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure que je ne crois pas personnellement, si les choses continuent à se passer telles qu'elles en ce moment, qu'il y ait un véritable avenir pour le RDPC si les mentalités ne changent pas. Si, d'ailleurs, dans la lettre du président national lui-même, il a dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de militants de conviction. Il faudrait qu'on donne plus de place aux jeunes. Il faudrait que les mêmes têtes que nous voyons depuis 30 ans songent à se dire que non, il est temps que d'autres personnes puissent représenter les aspirations de ce parti politique. Pourquoi vous pensez que dans notre pays, si on n'a pas 50 ans, 60 ans, 70 ans, on ne peut pas véritablement accéder aux responsabilités, alors que ces personnes, elles, ont accédé à ces postes de responsabilité? Mais il y a quand même de jeunes âgés d'environ 40 ans ou 50 ans au sein du comité central, du RDPC ou du bureau politique. Sandrine, vraiment, je suis en train de le dire, si on vous copte, parce que le président a la possibilité de copter 2 ou 3 personnes pour faire une espèce de saupoudrage démocratique de la vie du parti, ça ne veut pas dire véritablement que l'exercice démocratique au sein du parti est une réalité. Lui-même, il a reparlé tout à l'heure en disant qu'il y a une absence de débat démocratique au sein du parti. Ce débat a existé à une période. Moi, je dis, j'ai été un observateur assez privilégié de l'évolution de ce parti politique. J'ai des amis qui sont dans le RDPC depuis des années. Quand il n'y avait pas encore le multipartisme dans les années 88, on a eu des joutes, par exemple, ici dans le Vori, à l'époque, avec Jean-Jacques Ekindi et Albert Zongan, où il y avait une bataille véritable, où les gens se mobilisaient pour un camp, pour un autre camp. Mais aujourd'hui, la réalité est que le RDPC est devenu vraiment le creuset de tout ce qui peut être comme aspiration négative en matière d'ascension sociale ou alors en matière de promotion de la médiocrité. Et c'est ce que nous nous refusons parce que nous pensons qu'il faut, après 30 ans, songer à laisser les règles transparentes pour pouvoir arriver un jour à une alternance démocratique et claire dans ce pays. Alors, Elie Smith, finalement, y a-t-il à craindre donc l'après Biya? Il y en a quand même qui estiment que le RDPC n'arrive pas à se dissocier de la personnalité ou du personnage Paul Biya, qui est le président national de ce parti-là. Vous pensez qu'effectivement on peut faire le distinguo entre le président national du RDPC? Est-ce que pour vous, il incarne ce parti politique? Ben oui, c'est lui qui l'a créé, mais le problème qu'il est un peu aussi contradictoire. Il a écrit son fameux livre pour le libéralisme communautaire et qu'il a cette fâcheuse manie à ne rien appliquer ce qu'il a écrit. Donc ça veut dire que quelque part, après lui, ça risque d'être le chaos. C'est tout à fait normal parce que quand tu regardes son bilan, si tu veux, moi j'ai un peu voyagé dans la sous-région, moi je veux regarder sur le plan même académique et tout. Les gens du RDPC disent qu'ils ont créé ces 11 universités et tout. Mais quand tu regardes dans le classement des 30 universités africaines, aucune université camerounaise n'y figure. Quand tu regardes maintenant, on a parlé de Cameroon Airlines. Cameco. C'est une catastrophe. Voilà une société qui a un avion qui l'appartient, 2 en leasing, mais qui emploie environ 800 personnes et en majorité, et ça c'est la preuve, il faut aller visiter, beaucoup sont des retraités qui ne savent même pas utiliser leur BlackBerry et puis l'ordinateur. Et ils ont déjà dépensé de l'argent qui peut construire 2 ponts de Voury. Donc je crois que c'est un régime qui détruit tout, qui n'a même pas de respect. Et donc je crois qu'après ça, celui qui va même prendre les rênes du pouvoir au Cameroun va avoir beaucoup de difficultés. Encore sur le plan, à l'époque, le Cameroun était un hub de l'Afrique centrale. Elle a été dépassée par un pays comme la République du Congo, Brazzaville. Je regarde même l'aéroport de Douala, c'est la catastrophe, ça ne représente vraiment rien. Donc je pense que contrairement à ce que mon collègue est en train de dire, que c'est peut-être parce qu'on n'est pas politologue, vraiment il faut faire une comparaison. Vous regardez ce qui se passe ailleurs et vous regardez la vôtre. C'est la seule chose qu'on peut dire qu'il y en a que je dois reconnaître, hein, et que ici les gens s'expriment. On n'est pas comme d'autres pays de la CEMAC, les gens s'expriment librement, ça on peut reconnaître. Mais cette liberté a été eue de haute lutte. Ce n'est pas parce qu'il a voulu qu'il y ait une liberté d'expression. On connaît les gens comme les Pius Ndjawe, les Eyumgange. On peut les citer, les journalistes qui ont été jetés ici en prison parce qu'ils ont parlé que le président est malade ou ils ont fait un truc. Donc je pense que il faut avoir peur, et j'ai aussi pitié de celui qui va reprendre les rênes de ce pays parce qu'il va voir que les caisses sont vides et que quand je reprends surtout sur mutation, ça serait un journal correcteur. Ils ont bien écrit et qu'eux-mêmes ils disent dedans. Donc je pense que pour moi, la catastrophe se pointe à l'horizon. La preuve en est que quand Le Monde
a écrit un article sur la santé du président Paul Biya. C'est devenu toute une histoire. On a commencé à dire qu'il faut être patriotique, il faut être ceci, il faut être cela. Mais le président de la République a affirmé hier, il y a juste quelques heures, qu'il est en superbe forme. C'était samedi dernier. Mais on ne refuse pas. Quand vous avez 80 ans ou 80 combien des années, c'est tout à fait normal que vous soyez malade ou qu'on s'inquiète un peu. C'est un peu ce qu'on fait avec Robert Gabriel Mugabe au Zimbabwe. Voilà les gens qui ont trouvé, par exemple, le Cameroun était quand même un pays à revenu intermédiaire. Un peu, si on fait une comparaison avec une autre mission qui a fait longtemps au pouvoir comme Mugabe, tu viens, tu trouves un pays prospère, tu l'as détruit, et puis tu es content, tu restes là 30 ans, et tu espères qu'à la fin, les gens doivent être contents de vous. Non. Moi, je donne un exemple pour moi. J'ai grandi ici quand il est venu, j'avais 9 ans. Et je me rappelle quand je partais à l'hôpital, il y avait un hôpital à côté de la pharmacie du Rail. Je suis arrivé, il y avait un docteur qui s'appelle Docteur Happy. On vous traitait, vous traversez, vous allez à la pharmacie du Rail, on vous donne les médicaments presque gratuits. Quand vous rentrez aujourd'hui, je regarde dans mon quartier là-bas, à la cité là, tout le monde ne travaille pas. Donc c'est un bilan catastrophique. Pour moi, s'ils sont très courageux, honnêtes, il faut qu'ils disent que bon, écoute, je cherche quelqu'un au sein de la RDPC, je lui donne le pouvoir et puis je laisse ça m'a dépassé. Alors, Eva Akam. Oui, je crois que tout à l'heure on parlait un peu de conviction. Franchement, il faudrait peut-être qu'on nous définisse un peu, de manière un peu sémantique, ce que c'est que la conviction. Oh, moi je sais une chose, comme m'a apprise. Vous êtes un militant convaincu? Moi je suis un militant convaincu. Et je suis un militant convaincu aussi de la capacité de critique que je peux apporter au RDPC. Je crois que c'est très important ça. Parce que moi j'ai appris de Bourdieu que le capital que pour posséder un intellectuel, c'est la politique. Vous savez, nous on n'est pas nés avec des entreprises héritées des parents, etc. Et tout ce qu'on peut avoir, tout ce que l'intellectuel peut avoir, c'est ce capital qui est la politique. Donc on est tombé dessus, et on tombe dessus par conviction. Moi je ne suis pas arrivé de manière par effraction en politique, non. Je fais de la politique depuis l'Europe, depuis les États-Unis, j'ai toujours fait de la politique. Oui, c'est pas d'opportunisme. Je crois que c'est une insulte quand même de prétendre que les gens qui sont à RDPC, c'est par opportunisme. Je crois que ça, c'est inadmissible. Je crois que personne ne peut accepter ça, surtout en qualité d'intellectuel, je ne peux pas accepter ça. Donc, j'y arrive, évidemment, parce que je sens que j'ai des convictions et que je peux les partager. Maintenant, si on me dit qu'il y a dans le RDPC des gens qui volent, alors effectivement, là, il faut qu'ils soient sanctionnés. Ça, personne n'a près que quand on vole, quand on détourne les deniers publics, effectivement, que les gens qui le fassent ne soient pas sanctionnés. Et ça existe un peu partout, que ce soit dans les autres partis, puisque je pense aussi que dans les autres partis, une fois que le pactole est tombé, effectivement, on se partage dans les cuisines ou je ne sais pas où. Et ça aussi, la justice doit être regardante vis-à-vis de ce genre de détournement-là. Donc, ce n'est pas un phénomène qui est tellement lié au RDPC, c'est un phénomène qui est devenu vraiment... qui est devenu monnaie courante. Alors, le président national du RDPC a écrit à ses militants cette semaine, à l'occasion de la célébration de ses 30 ans. On peut quand même s'arrêter sur le fait qu'il attend que le parti s'ouvre à des jeunes pour qu'il y ait des idées nouvelles, des idées innovatrices. Alors, vous avez la perception, vous qui êtes au sein de ce parti, que le RDPC continue d'être concentré sur un certain nombre de personnes que l'on peut considérer, que d'aucuns considèrent comme des gérontocrates au sein de ce parti? Oui, c'est ça malheureusement la critique qu'on peut faire au RDPC en ce moment. Quand on regarde la moyenne d'âge, je parle de ceux qui sont au comité central ou au bureau politique, la moyenne d'âge c'est pratiquement 60 ans. Et ça, c'est pas sérieux, c'est pas bien. Il faut quand même qu'il y ait une moyenne d'âge de 30 ans, puisqu'à partir de 30 ans, c'est en ce moment où les gens sortent des universités et qui, effectivement, ont besoin effectivement de se raccrocher à un parti, et le seul parti sur lequel, effectivement, on peut avoir de l'espoir, c'est le RDPC, parce que c'est lui qui a le pouvoir, et c'est lui qui a mesure d'initier les réformes dont le Cameroun a besoin. Or, malheureusement, dans le parti, moi, depuis que j'y suis, je n'ai jamais entendu dire que voilà, il y a un débat que le parti, parce que le parti n'a pas je dirais, n'a pas d'école où on peut effectivement transmettre, le faire militantisme. le militantisme,
le sang du militantisme à tous ces jeunes-là qui veulent... donc, ce qui fait que, malheureusement, il n'y a pas de jeunes, il y a très peu de jeunes qui entrent. Eh bien, la plupart des jeunes qu'on voit, c'est seulement lorsqu'il faut aller... il faut participer au 24 mars, au 6 décembre, au 6 mars, au 6 novembre. Au 6 novembre. Voilà, 6 novembre. Donc, ils viennent avec... pour la fête, etc. Or, c'est pas normal. Il faut des idées. On a besoin d'idées. Je ne veux pas tout simplement dire que le parti a besoin des intellectuels. Non, le parti a besoin de tout le monde. Mais cependant, il faut transmettre à ces jeunes la flamme qui fait en sorte qu'effectivement, les gens puissent trouver une attractivité. Or, cette attractivité chez les jeunes... Alors, mais si les jeunes regardent les vieux se battre entre eux, ça va être un peu difficile de se retrouver tous ces combats. Moi, je suis... De toute façon, les batailles, elles existent partout. Vous savez, il y a un vieux philosophe Heidegger qui disait toujours qu'en politique, il y a toujours ce qu'on appelle les rivalités. Au lieu de... Il ne faut pas substituer la haine à la rivalité. Elle existe. Moi, j'ai des rivaux dans le parti, et malheureusement, ça se débat sur la table. Où effectivement chacun présente un programme, chacun présente un peu. Moi, quand je me suis battu pour la mairie de Saint-Mélimin, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai présenté un programme, malheureusement, personne n'a accepté ce programme. Et bien, je me suis écrié devant celui qui a remporté les élections, puisque j'ai été comme un gentleman, je suis allé le féliciter. Alors, donc, c'est ce qu'il devait y avoir dans le parti, à savoir des gens, effectivement, qui acceptent les règles démocratiques à partir du moment. Or, chez nous, malheureusement, on a fait plusieurs mecs qu'on est battus, et ça, c'est incroyable dans un pays où tout le monde croit qu'il peut être président de la République, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde pense qu'il peut être ministre. Et donc, quand vous échouez, c'est parce que justement, vous avez l'impression que les règles n'étaient pas faites pour vous. On ne peut pas toujours faire des règles pour contenter les gens. Ce n'est pas possible. Il faut que, effectivement, le parti soit efficace. Et il doit être efficace, effectivement, en recrutant des femmes, des jeunes, des gens, effectivement, qui viennent par conviction, par éthique. Et l'éthique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être quelqu'un de sérieux, il faut pas être trempé dans les histoires histoires malheureuses de justice, etc. C'est ça que ça veut dire. Et malheureusement, souvent chez nous, au RDPC, effectivement, on repêche. Vous savez, le RDPC, c'est un parti qui recycle. On arrive même à recycler des déchets. Et ça qui est grave. Parce que vous voyez des gens qui sont sortis de prison, dès qu'on leur dit, voilà, il y a un problème au nord, et il faut aller résoudre ce problème au nord, effectivement, on vous sort de prison tout de suite, et puis vous allez battre campagne. Or, c'est inadmissible. Je crois qu'il faut être sérieux quand on fait de la politique. Alors, il y a peut-être que, Charles Mongué Mouyemet, peut-être pour sortir cette question, l'état des lieux, le bilan, et si on s'interrogeait sur l'avenir, 30 ans sont en train de s'écouler, il y a certainement beaucoup d'autres années à venir, il y a d'ailleurs des échéances électorales qui pointent, il faut faire une évaluation, mais il faut également voir, se projeter dans les perspectives. Pour vous, les perspectives pour le RDPC, ce serait quoi? C'est quand même difficile à lire, parce que le culte de la personnalité a atteint les sommets dans ce parti. Alors que justement, l'idée de Paul Biya pour le libéralisme communautaire était contraire. Aujourd'hui, la créativité qu'il demandait sur plusieurs chapitres de son livre en question, c'est devenu, personne ne réfléchit plus, tout le monde agit sur haute instruction, sur la vision d'eux, personne ne porte un projet. Des gens vont se faire élire maire en disant Paul Biya. C'est-à-dire, vous voulez être maire de mon arrondissement et vous me parlez du chef de l'État. Si c'est ça un programme politique, je suis embêté. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc ça fait que quand vous voulez parler de l'avenir de ce parti, vous vous dites, l'avenir, ça va être que tout le monde est devenu timoré. Si vous essayez de lever la tête pour dire que c'est moi le dauphin, on vous écrase. Vous êtes obligé de chanter les louanges pour garder votre carrière parce que justement il y a des représailles en sourdine. On ne vous les dit pas. Les gens entrent dans le parti parce qu'ils savent que, attention, si je n'y suis pas, d'ailleurs on vous le dit, il y a des gens qui vous le disent, que tu végètes là depuis parce que tu ne veux pas aller dans le bon train. Viens, entre là, tu serais déjà avancé, regarde tes camarades avec qui tu étais. Depuis qu'ils sont entrés, regarde où ils sont, regarde où tu es. On vous le dit ouvertement. Et quand vous expérimentez, dans certains cas, vous voyez bien que le gars, il brûle les étapes. Il fallait changer de camp pour être plus haut. Oui, il brûle les étapes pour monter socialement. Alors, vu comme ça, les gars, pour préserver leur carrière, ils vous font des interviews avec l'image du président sur le fauteuil ou juste derrière lui. Parce qu'il veut dire, monsieur, moi je n'existe pas, il n'y a que vous. Dans ces conditions, vous vous dites, eh bien, ça va continuer pareil. Parce que 2018, certains sont déjà en campagne
pour le même président pour 2018. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que ce n'est pas sincère? De toutes les façons, c'est ce qu'ils disent. Ils sont obligés de le dire. Parce que s'ils ne le disent pas, il va y avoir des représailles. Ou alors, ils estiment qu'il y en aura. Et donc, pour moi, rien ne va changer fondamentalement dans le court terme. C'est-à-dire, quand je dis court terme, dans les 2-3 années à venir, rien ne changera. Mais, il me semble que les choses vont se passer un peu comme ça s'est passé pour l'UNC et le RDPC. C'est-à-dire, à un moment donné, s'il y a alternance, celui qui prendra le pouvoir, ou alors celui qui sera le leader du RDPC, sera peut-être obligé de réformer le parti pour y ajouter quelque chose ou le recréer d'une certaine manière. Parce que la machine qui a été créée, là, qui fonctionne depuis 30 ans, on ne peut plus l'arrêter. Or, elle est contraire à sa conception. C'est-à-dire, vous concevez, et quand je lis ce livre, je vous ai dit, j'ai lu ce livre il y a 29 ans. Quand vous m'avez dit qu'on allait en parler du RDPC, je suis allé le relire. Et c'est vrai que j'ai mûri. Ça ne me rajeunit pas. Mais je dis que quand je l'ai relu, je me suis dit, mais finalement, c'est un livre qui a été écrit sous la colère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des doutes sur la sincérité des propos dans ce livre. Parce que à certains endroits, vous sentez qu'on règle des comptes à quelqu'un qui vous a fait roi et qui a voulu vous empêcher de gouverner. Et donc, vous connaissez son système puisque vous y êtes, vous avez été pendant longtemps à occuper tous les postes. Et puis, comme il a essayé de vous matraquer, vous dites, d'accord, je vais sortir toutes les tares de votre système et mon programme, ça va être de faire tout à fait le contraire de ce que vous avez fait comme tare. C'est comme ça que ce livre naît et c'est comme ça donc que l'idéologie pour le libéralisme communautaire naît. Donc, il y a de fortes chances que ça se répète au moment où il y aura alternance à la tête de ce parti. Très bien. Merci donc à vous, cher monsieur. Je propose de parler d'autre chose. Vous parliez tout à l'heure d'alternance, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour à la Fédération camerounaise de football, puisque le comité de normalisation présidé par Joseph Ouna, hier, et reste encore 6 mois de plus, il faudra attendre jusqu'en septembre 2015 pour en savoir ce qu'il en sera. Alors, est-ce que pour vous, Christian Massouma, la presse commence à se lasser de ce sujet? Ça fait quand même 19 mois. Oui, ça fait 19 mois et c'est dommage parce que je pense que les missions qui ont été assignées au comité de normalisation au départ n'ont pas été remplies de manière efficiente et nous ne sommes pas sortis de la crise du football camerounais au moment où on devait y sortir. Et aujourd'hui, force est de constater qu'après ce qui s'est passé avec l'ancien processus électoral qui a été contesté par certains acteurs du football camerounais et après la décision du TAS, après ce que le gouvernement de la République a essayé d'initier comme dialogue pour les différents acteurs, pour essayer de ramener de la sérénité au sein de ce football, il est temps qu'on puisse finir avec ce processus. C'est-à-dire, on ne peut pas continuer ad vitam aeternam à être dans une espèce de gouvernance provisoire du football camerounais avec les problèmes que nous connaissons en ce moment. Moi, je milite aujourd'hui en faveur de l'application des accords de Zurich, entre guillemets, pour que nous puissions enfin sortir de ce chaos et que nous ayons une lisibilité sur le football camerounais pour les années à venir. Donc, quand je dis lisibilité... Alors, qui doit appliquer ou qui doit faire appliquer les accords de Zurich? Non, quand je dis, je pense que les accords prévoient déjà les conditions d'application qui sont assez claires. On a dit qu'il y a des étapes. L'Assemblée générale querellée de 2013, qui pour beaucoup est à l'origine de tous les problèmes que le football camerounais connaît aujourd'hui, a été mise de côté pour qu'on puisse adopter l'Assemblée générale de 2009, qui est beaucoup plus consensuelle que celle querellée de 2013. Sur la base de cette Assemblée générale, il y a une relecture des statuts qui sera opérée et après la relecture et l'adoption des statuts par l'Assemblée générale de 2009, le processus électoral sera enclenché à nouveau selon l'esprit et la règle de la lettre du secrétaire général de la Fédération internationale de football association. Donc aujourd'hui, si les conditions sont remplies et que tous les candidats ou tous les acteurs sont d'accord sur ce consensus, ce qui ne semble pas être le cas, malheureusement, parce que j'ai vu la réaction de certains acteurs, parce qu'on parle souvent de tendance aujourd'hui au sein de ce football, c'est-à-dire la tendance des frondeurs entre guillemets, et la tendance actuellement au pouvoir incarnée par un certain nombre de personnes. Il faudrait que nous essayions un jour de nous dire qu'on ne peut pas ad vitam aeternam continuer dans ce système. Donc la question qui se pose aujourd'hui, et pour moi c'est là où je veux abonder, est-ce que les acteurs sont d'accord avec ce consensus?
C'est parce que j'ai vu le satisfait du Premier ministère après les réunions qui ont eu sous la houlette du ministre secrétaire général dans les services du Premier ministère, M. Luc-Paul Métazé, et la mission qui a été conduite à Zurich et qui regroupait en son sein les différentes composantes de ce football ou alors les différentes composantes des tendances actuelles. Donc, si nous sommes déjà vraiment dans le consensus et que tout le monde est d'accord avec les règles, et une des préoccupations aussi que moi j'ai noté dans ces accords de Zurich, c'était par exemple la mise en congé de la fédération de l'actuel secrétaire général de la fédération camerounaise de football, pour qu'il puisse avoir la possibilité de se porter candidat et qu'il batte campagne à armes égales avec les autres candidats. Donc je dis si c'est que c'est le cas maintenant, mais ailleurs aux élections, et que la fédération ait un exécutif légitime et que nous revenions dans la gestion de ce football. M. Mouye me parlait tout à l'heure des conditions pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2016 et 2019, mais c'est assez extraordinaire que nous soyons encore dans des missions d'études, que nous soyons encore tergiversés sur ce qui sera fait à gauche, à droite, que sur le plan des infrastructures, on n'ait pas bougé d'un seul iota, et je suis assez dubitatif. Et la seule chose, l'une des choses en dehors des missions gouvernementales qui pourra régler ce problème, c'est que la légitimité revienne au sein de l'exécutif de football camerounais. Alors, Elie Smith, vous qui observez plus ou moins à distance cette actualité autour du football, report et après report, quelle est l'analyse que vous en faites? Pour moi, je pense que ceux qui tiennent la règne de la transition sont contents qu'il y a un rapport perpétuel. Et puis, deuxièmement, je pense aussi que eux, ils ne mesurent pas un peu la dimension que le football a toujours pris au Cameroun ou dans le peuple camerounais. Donc, ça, c'est ce que j'en conclus, parce que je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas faire un effort de mettre l'ordre dans cette maison et que le football camerounais commence à rayonner comme ça. Qui doit mettre de l'ordre dans la maison finalement? Ben écoute, comment il s'appelle ce monsieur, professeur Owona, il a été donné la responsabilité de mettre un peu de l'ordre. Je pense que lui-même, ça le fait un peu, il est un peu content que ça continue comme ça et puis qu'il continue à rester à la tête de la Fédération camerounaise de football. Pour moi, je crois qu'il fait ça sciemment. Et puis, vous n'allez pas... il a dit dans les colonnes du journal Le Messager cette semaine qu'il n'a pas demandé à être là, il continue pas à demander à y être. Et qu'il n'a pas envie d'y rester. Non, il raconte, il est sarcastique. Je pense qu'on doit aussi mettre ça en relief avec ceux qui gouvernent ce pays. Vous savez, le football dans ce pays a toujours été quelque chose de formidable. Si, dans les années 84, jusqu'en 2000, ils ont gagné les trophées, c'est parce qu'il y avait une fondation qui avait été mise. Mais encore, vous allez peut-être ne vouloir pas que je revienne. Mais après, quand ils sont venus, le même RDPC, ils ont tout foutu en l'air. Donc, je pense que eux, ils aiment M. Owona. Je crois que ça leur fait plaisir. Quand même, c'est un intellectuel. Le collègue disait ici qu'il y a une classe moyenne. C'est ça qui me fait rire. La classe moyenne dans tous les pays, c'est eux qui aident à la transformation de ce pays, qui aident à la moderniser. Comment on peut amener un intellectuel quelque part et il fait pire que les autres? C'est ça qui est paradoxal. Oui, moi je repousse du petit doigt tout ce qu'il vient de dire. Pour la simple raison que quand on regarde un peu le foot, c'est vrai que je m'intéresse au foot depuis quelque temps, puisque je suis amené à travailler un peu avec les Lions. Je ne connaissais pas du tout le football. C'est un sujet qui m'a jamais vraiment intéressé. Mais là, je m'y intéresse parce que de temps en temps, je travaille avec les Lions. Alors, ce que je vois dans ce football-là, c'est qu'il y a une classe de catégories d'individus qui y sont pratiquement depuis une quarantaine d'années. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et moi, je ne comprends pas que dans une structure comme le football, que des gens persistent à y être pendant aussi longtemps. Et effectivement, c'est ces gens-là qui ont développé des virus qui sont contre vraiment le consensus ou bien contre la modernisation du football. C'est ce qu'il m'est apparu lorsque je suis entré dans ce milieu-là. Alors donc, ce qu'il faut faire en réalité, c'est d'abord, il faut balayer devant, faut ces gens-là sortent du football, parce qu'on peut pas rester plus de 30 ans dans le même milieu. Il faut aller chercher ailleurs pour effectivement trouver
des solutions à l'emploi qui se posent pour ces gens-là. Parce qu'il s'agit de ça. Parce que, effectivement, le football traîne beaucoup d'argent. Et donc, cet argent attire des gens comme il attire, le miel attire les mouches. Voilà donc, je crois que M. Owona, quand je fais son étude prosographique, c'est un monsieur sérieux. Je crois que c'est quelqu'un qui, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, c'était pas l'argent qui l'intéresse. Hein, lui, il a envie de réformer. C'est vrai que ça s'est pas bien passé parce que au lieu de prendre des gens effectivement qui s'intéressent, qui connaissaient le football, il est allé chercher des intellectuels qui n'avaient rien à voir avec le droit du sport. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut lui reprocher. Donc, il aurait fallu aller chercher des gens. Effectivement, c'est vrai. Je ne crois pas que c'est une discipline qui n'existe pas encore au Cameroun, qu'on ne développe pas dans une université, mais il y a des gens, des docteurs en sport, qui connaissent le droit du sport. Il aurait fallu se tourner vers ces gens-là, effectivement, pour faire des statuts qui correspondent un peu à ce que nous on attend un peu de notre élite sportive. Donc, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça, on peut le lui reprocher. Mais, quand on regarde bien sûr monsieur, c'est quelqu'un de très honnête. Hein, on ne peut pas lui reprocher d'avoir... Et donc, vous pensez à une sortie de crise? Vous pensez qu'elle arrivera finalement? Oui, l'intelligence de crise, là, maintenant, c'est quoi? C'est de dire, vraiment, on en a, ça suffit, tout ce qui tourne autour du sport là, depuis pratiquement une quarantaine d'années. Hein, souvent, quand je m'amuse à aller à la FECAFOOT à Yaoundé, je vois souvent des joueurs de football qui arrivent là, complètement dépénaillés, avec vêtus d'alphabalas, des grossiers, c'est-à-dire de manière pas dignement. Alors, des gens qui viennent là, on a l'impression que c'est un endroit, effectivement, on peut encore trouver une sorte de trésor abandonné par des joueurs là, dont on dit qu'ils ont une fortune immense. Alors, je crois que ça donne une mauvaise impression un peu du football. Ça donne aussi une mauvaise impression un peu des rapports que les gens ont avec l'argent dans ce milieu-là. Donc, à mon avis, il faut effectivement balayer, il faut que ces gens-là sortent, il faut assainir. S'il est un bon intellectuel, ça le dépasse, il démissionne comme Kofi Annan, qui a mis d'être médiateur en Syrie, il a vu que ça n'allait pas, il est parti. Donc, s'il est vraiment honnête comme vous le présentez. Oui, mais ce que vous n'avez rien compris, parce que c'est un monsieur qui est déterminé, effectivement, à donner un coup de pied dans la fourmilière. Et moi, je suis cette détermination-là, moi, je l'aime. On peut faire des erreurs. Vous savez, on peut fauter 2 ou 3 fois, mais quand on a vraiment maintenant reçu la vérité qui est révolutionnaire, alors là, il faut maintenant dire, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose. Je crois que c'est un monsieur qui a approché à la vérité. De toute façon, Joseph Owona a quand même expliqué que la FIFA lui a quand même dit 4 fois, on est sur la bonne route, voilà. on devra y arriver. Oui, il faut mettre le coup de pied dans la fourmilière, et c'est ce qu'il essaie de faire. Et moi, j'apprécie. Très bien. Charles Mongemoué, mais la presse s'est interrogée beaucoup cette semaine sur ce qu'allait faire la mission gouvernementale ou bien cette délégation à Zurich, en Suisse, mais c'est aussi demandé à quel jeu joue la FIFA. Oui. Dans tout cet imbroglio-là. Et pas seulement la FIFA, le gouvernement également. Je pense que la presse a été relativement en colère au cours de cette semaine quand on a reconduit le comité de normalisation dans sa composition. Parce que je crois que les attentes d'une bonne partie de la presse étaient que même si l'éventualité de reconduction était vraiment incontournable, on aurait au moins peut-être changé la composition des membres. Mais quand on a reconduit cette composition et que par-dessus le marché, le secrétaire général, le très inconsistant, Jérôme Valk, pond une lettre qui est complètement à côté de la plaque, c'est-à-dire que ni administrativement, ni sur le plan du contenu, ni sur le plan de la logique, elle ne tient sur rien du tout, dans laquelle il annonce de façon peu élégante, parce que quand vous êtes un secrétaire général d'association, vous recevez les membres d'un gouvernement, laissez-leur quand même la primeur d'aller annoncer dans leur pays les engagements qu'ils ont pris. Vous n'allez pas, vous, dans un courrier, où vous vous dites cher ami ou j'ai pas cher président, ou quand vous écrivez au président du comité de nomination, annoncer que les membres d'un gouvernement sont venus s'engager auprès de vous. Je trouve ça peu élégant pour un secrétaire général à ce niveau de fonction internationale. Donc, pour moi, la presse s'est trouvée offusquée quand elle a vu que le porte-parole du gouvernement, après coup, pond également un communiqué. Honnêtement, quand vous lisez et relisez ce communiqué, vous vous posez la question que les gars se posaient souvent en fac, pour troubler un peu, qu'est-ce qu'on cherche? Parce que vous voyez qu'il vous rappelle la chronologie des événements, comme un journaliste qui vous fait une narration que oui, il y a eu des réunions. Et là, quand on dit qu'il y a eu des réunions à Yaoundé, ce n'est pas officiel.
Personne n'est au courant des réunions qui se sont déroulées au Premier ministère, ni du contenu de ces réunions, l'ordre du jour, etc. C'est la presse ni qui des a toujours participants. quelquefois fait quelques concertations. La presse a dû fouiner, et chacun disant que selon mes sources, je suis intégré, etc. Ce n'est pas l'information officielle. La seule information officielle arrive quand Jérôme Valk a déjà sorti sa lettre. Et c'est le porte-parole du gouvernement qui, depuis que cette crise existe à la fédération, il ne me semble pas qu'il se soit très intéressé aux questions du foot. Donc, quand lui il parle des accords de Zurich, moi je les attends encore. Vous les avez lus quelque part? Parce que le compte rendu du comité exécutif de la FIFA parle du Cameroun en 2 lignes. Le mandat a été étendu, point. Jérôme Valk, répondant à une lettre qui a été envoyée de Yaoundé, certainement la sienne elle-même a été initiée d'ici, vous met un calendrier complètement alambiqué où vous faites des élections sans texte, etc. Donc moi, quand je vois tout ça, je comprends l'embarras de la presse. Et donc, elle exprime sa colère, ou elle tense le gouvernement d'être allé vendre le Cameroun, parce qu'il y a eu de ça dans la presse. Maintenant, il y a l'autre côté également qui se croit obligé de caresser le comité de normalisation dans le sens du poil. Moi, j'aime souvent dire que la FIFA a souvent remercié le comité de normalisation pour le travail accompli. Je ne sais pas si ça veut dire félicitations en français. Les intellectuels de la langue peuvent me le dire, mais je sais que même quand on enlève un responsable d'une fonction pour n'avoir pas bien travaillé, le ministre qui vient installer son successeur le remercie quand même. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait un bon travail? Je n'en suis pas certain. Je pense que quand ils disent que la FIFA félicite les membres du comité de normalisation, et le professeur on a disait que j'ai lu son interview dans un journal en début de semaine, qu'on a exporté ces tests. C'est-à-dire que les travaux du comité de normalisation pour exprimer le satisfecit de la FIFA ont été exportés à d'autres fédérations dans d'autres pays. Lesquels? Donc ça c'est ce que j'ai lu. Voilà. Donc, moi j'aimerais que les journalistes mènent une enquête là-dessus, parce que c'est un thème d'enquête. Moi je voudrais terminer en disant que j'espère que M. Akam était candidat à la mairie après s'être intéressé au foot. Parce que vous voyez qu'il a failli être candidat à une mairie en ne s'intéressant pas au foot. Et vous comprenez pourquoi notre foot a des problèmes. Parce que le foot commence là, à la mairie, à la base. Si un maire veut se faire élire en ne s'intéressant pas au football, vous comprenez que les jours de notre foot sont relativement sombres. Le sport en général, c'est les mairies d'abord. C'est ce que ça commence là. Voilà, mais le foot aussi. Le football, il n'est pas très avancé. Non, il devrait. L'homme politique devrait. C'est la première fois que j'apprends que pour être maire, il faut être footballeur. Non, je ne l'ai pas dit. Ne tronquez pas mes propos. Il faut s'intéresser quand même. Je suis là, je viens de parler il y a 30 secondes, ne tronquez pas mes propos. J'ai dit, vous ne vous intéressez pas au foot alors que vous avez failli être maire. Ça veut dire que l'avenir du foot dans votre mairie était quand même en pointillé. C'est ce que je veux dire. Moi, maintenant, pour terminer sur le comité de normalisation, moi je crois que aujourd'hui, on ne sait même plus quel est le problème. Moi, je suis le foot. Mais si vous me demandez maintenant, c'est quoi le problème du foot, je ne sais plus vous le dire. Quand je lis le communiqué de Issa Chiroma, quand vous entendez le comité de normalisation qui s'attaque maintenant au comité national olympique, qui s'attaque à la loi sur le sport du Cameroun désormais, vous vous dites, mais est-ce que c'était un problème de loi du sport? Aujourd'hui, il faut modifier la loi sur le sport, sous prétexte que le comité de normalisation a perdu beaucoup de procès. Donc, si vous perdez beaucoup de procès dans une juridiction, il faut la réformer. Mais je dis, je vais terminer par une phrase du président Paul Biya en 86 dans son fameux livre. Le libéralisme il dit l'État camerounais devra donc rester un État fort, un État capable de se faire obéir ou d'imposer son autorité à toute forme de malveillance intérieure, individuelle ou collective, et faire face à toute agression extérieure. Si vous regardez bien le problème du foot, vous avez de la malversation intérieure, individuelle pour certains intellectuels, collective pour ce qui concerne certains groupes, et il y a une attaque extérieure qui est celle de la FIFA. Donc, l'État doit retrouver sa force. Très bien. Vous pensez que la FIFA attaque démesurément le Cameroun, Christian Masoma? Mais il y a quand même que la presse, on va citer le journal Le Jour, qui estime qu'il y a finalement beaucoup de cacophonie et qu'il faut s'intéresser effectivement sur le jeu auquel se livre la FIFA
tout ce qui se passe au sein de la Fédération camerounaise de football, pour vous qui tire les ficelles dans l'ombre? Non, mais moi je ne pense pas qu'il faille voir le problème en termes de groupe d'intérêt ou de personnes qui tireraient quelques ficelles que ce soit dans l'ombre. En même temps aussi, moi je tiens aussi à dire quelque chose de fondamental. À partir du moment où la Fédération camerounaise de football est affiliée à la FIFA, je pense qu'il y a un certain nombre de règles à observer pour la gouvernance du football. Monsieur Mouyemel le sait très bien. Donc quand j'entends les attaques extérieures de la FIFA et autres choses, nous allons gérer notre football de manière autonome sur le plan local, mais nous sommes aussi un tout petit peu astreints à respecter les règles de la Fédération internationale de football association. Et inversement. Oui, et inversement. Donc quand j'ai regardé le contenu de l'arrêt du secrétaire général de la FIFA sur la chambre de conciliation et d'arbitrage, parce que je pense que le problème naît de là, où il est question... Quel problème naît de là? Non, le problème, ou alors la polémique qui a été soulevée sur la loi camerounaise... Le problème pas de 2013, c'est pas la CCA. Hein? Oui, même pas de la CCA, mais nous savons tout simplement que quand la CCA s'est prononcée sur le problème du processus électoral à la Fédération camerounaise de football, et que aujourd'hui la FIFA, dans le contenu de sa lettre et dans ce que vous avez abordé tout à l'heure en parlant du manque d'élégance du secrétaire général quand il dit que le gouvernement ou alors les représentants du gouvernement lors de cette mission à Zurich se sont engagés à revoir la loi camerounaise en ce qui concerne le conseil du conseil, la chambre Mais vous savez, juste pour vous, Christian Massoma, vous savez également que parmi ces personnes qui ont composé la délégation qui était à Zurich, il y avait Didier Dongo qui a affirmé par la suite que le Cameroun n'avait pris aucun engagement. Oui, le Cameroun, officiellement, sa position, c'est qu'ils n'ont pris aucun engagement. Je ne pense même pas que les personnes ou les membres du gouvernement qui étaient à Zurich, leur mission était d'aller prendre des engagements par rapport à la loi camerounaise. Je pense que quand j'ai lu, malgré le fait qu'on évoque le caractère en termes de sources sur l'information qui a été relayée et sur la raison même de cette mission à Zurich, je pense que tout le monde aujourd'hui qui est de bonne foi sait qu'il y a eu des concertations entre le gouvernement camerounais et les acteurs partie prenante au sein de la crise à la Fédération camerounaise de football, et que c'est l'esprit de ce consensus qui a amené le Premier ministre de la République à orienter cette mission vers Zurich. Donc je suis en train de dire qu'il faudrait que les acteurs et que l'opinion publique sache que quoi qu'il arrive, à partir du moment où nous sommes une association affiliée à la FIFA, il n'est pas tout simplement admissible ou imaginable que nous fassions tout de notre manière sans qu'il n'y ait un droit de regard de l'organe qui régit le football mondial. Personne ne l'a dit. Au nom du football, le Cameroun est assujetti à la FIFA. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on a vu pendant cette crise, et moi je ne suis pas d'accord avec ça, parler de souveraineté au sein de la Fédération camerounaise de football. On a vu même certaines personnes qui étaient déjà dans l'esprit de la nomination du futur président de la Fédération. C'est pas possible. C'est les acteurs du football. Et c'est l'Assemblée générale légitime, c'est-à-dire c'est des personnes qui gèrent le football au quotidien, les présidents de clubs, les entraîneurs, toutes les parties prenantes du football qui décideront de l'avenir de la Fédération camerounaise de football. Je ne veux pas que nous ayons l'impression chaque fois que ça sera une affaire du peuple camerounais. Moi j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure que récemment que ce n'est pas une élection au suffrage universel direct. C'est-à-dire l'élection à la Fédération est une à ses règles et à ses principes. Juste en 30 secondes, Charles Monguet, on va sortir. Non, je voulais juste dire que c'est une fausse piste vers laquelle on veut nous mener là, sur ces histoires de c'est pas une fausse piste, respect de la FIFA. Les Camerounais ne sont pas idiots du tout. Les Camerounais sont suffisamment intelligents. Ils savent que quand ils adhèrent à une association internationale, il y a des règles minimales qu'ils respectent et c'est fait depuis longtemps. On a nommé les présidents de fédération jusqu'à une certaine époque. Quand on est passé aux élections, le Cameroun s'est aligné. Je crois qu'on applique les règles de football au Cameroun, on ne joue pas à 12. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont faites conformément. Mais ce qu'il y a, et la FIFA le rappelle fort opportunément, après son dernier comité exécutif, il faut que les fédérations nationales respectent les lois des pays. La FIFA l'a dit, Sepp Blatter avait martelé à Yaoundé au sortir de Etoudi quand il avait rencontré le chef de l'État. Alors, il n'est pas question... Personne ne conteste ça, M. Mouyemé. Personne ne conteste ça. Mais si. Les lois du Cameroun ont vocation à être appliquées. La FIFA ne va nous tout de même pas... Les membres du comité de normalisation en sont arrivés à appeler la chambre de conciliation et d'arbitrage machin. C'est-à-dire que mépriser cette structure qui a une juridiction au Cameroun. Quand vous dites que il n'y a pas de problème de ce côté-là, je dis non. Vous chutez, Charles. Moi, je voulais simplement terminer en disant, j'entends beaucoup en ce moment
consensus, compromis, etc. Mais j'ai peur qu'on ne tombe dans la compromission. Et Oui. d'ailleurs, la fin de la semaine, avec des informations qui sont sorties, qui sont véritablement, je ne sais pas si elles sont rocambolesques graves, quand même, rocambolesques, autour de 450 millions qui ont été sortis pour corrompre des gens. Oui, j'allais seulement dire que compromission. moi j'aime bien ce mot consensus. Hein. Vous savez, chez nous on a toujours pensé que la démocratie c'est la loi de la majorité. Quand on regarde un peu depuis la Grèce antique, vous savez, parfois il y avait des moments où il fallait effectivement s'entendre. On n'avait pas besoin effectivement qu'il y ait une majorité qui se dégage pour pouvoir affirmer la tendance qu'on devait observer pour appliquer telle ou telle loi. Alors donc je crois que s'il y a un consensus, je crois que c'est une très bonne chose. Et moi vraiment j'applaudis des deux mains. Et s'il faut que j'applaudisse encore de mes pieds, je le ferai volontiers. Très bien. Alors nous sommes presque à la fin de cette émission. Je propose quand même de dire un mot sur le scrutin, ou plutôt les scrutins qui se déroulent du côté du Nigeria, ce pays voisin. Il y a la présidentielle, il y a les législatives, mais si l'on s'intéressait un tant soit peu à ces élections, à cette élection présidentielle, Goodluck Jonathan, d'un côté, Muhammadu Buhari, à quoi faut-il s'attendre? Quels sont les enjeux véritables de cette élection au Nigeria qui était quand même prévue en février, qui a dû être reportée pour des questions de sécurité? Mais est-on véritablement sorti de là, Eli Smith? Sorti du problème sécuritaire? Oui. Non, pas exactement, mais contrairement à l'Armageddon que les gens avaient prédit, elle n'a pas eu lieu. C'est maintenant pour voir la consolidation de la démocratie nigériane. Et je pense aussi qu'on doit aussi regarder parce que là-bas, il y a eu les inscriptions biométriques et une vote biométrique. Parce que, rappelez-vous, en 2011, après les élections contre le même Muhammadu Buhari, il y a eu beaucoup de morts. Et aussi, autre chose, parce que les Africains ont toujours dit là-bas, ce n'est pas le seul pays au monde où quand il y a les élections, il y a tellement de morts. En Inde, sachez-vous même la National Cricket League, quand il y a les élections, on le reporte pour venir jouer en Afrique du Sud parce qu'on ne peut même pas jouer. Donc je pense que cette élection, comme c'est d'une manière biométrique, il faudra aussi qu'aussi au Cameroun on apprenne que on va faire les inscriptions biométriques, que ce vote soit biométrique, que la tricherie soit un peu réduite. La fraude soit réduite et que si c'est Goodluck qui gagne ou c'est Buhari qui ait moins de contestation. Mais vous savez aussi qu'avec cette biométrie, ça a eu quelque peu du mal à fonctionner au Nigeria. Depuis hier. Oui, le vote a été reporté. Si, non, le vote a été reporté dans d'autres, pas dans toutes les localités du Nigeria. Dans certaines localités. Mais en général, ça a bien eu lieu dans les grands centres comme Kano ou à Lagos. Il y a eu lieu, ça, les grandes agglomérations. Il faut savoir que le Nigeria, c'est la première économie sur le continent africain et que tout le monde a intérêt que le Nigeria soit stable pour le progrès et la stabilité économique en Afrique et dans la sous-région. Alors, le Cameroun a-t-il davantage intérêt à ce que tout soit stabilisé au Nigeria, Charles Mongué? Bien sûr, c'est un pays voisin et il n'y a pas de raison qu'on se réjouisse des malheurs ou des troubles dans ce pays. C'est pour ça d'ailleurs que je suis embêté par la presse, puisqu'on est dans un droit de réponse des lecteurs par rapport à la presse. C'est que nous avons une proximité géographique avec le Nigeria, mais j'ai senti dans le traitement de l'information par la presse qu'il n'y avait que des dépêches. Et donc tout le monde allait dans le même sens. Les élections sous haut risque, à haut risque, les élections sous Boko Haram, sous tension, etc. Parce que les gens ne sont pas allés sur le terrain. Or, il faut qu'on grandisse un peu. On commence à aller dans les compétitions de foot. On est présent, mais commençons également à estimer que ces questions politiques, etc., sont d'une grande importance et qu'on dépêche de la même façon des équipes de journalistes pour aller couvrir, ne serait-ce qu'à certains endroits qui ne sont pas spécialement dangereux. De la même façon, et Smith le disait tout de suite, est-ce que Ele Kama a envoyé une délégation au Nigeria? Parce que 68 millions d'électeurs quand même, avec la biométrie, ça mérite que vous allez voir comment ça se passe. Est-ce que nous avons des observateurs camerounais au Nigeria en bon nombre pour aller nous instruire de cette expérience africaine? L'expérience ne doit pas nous venir forcément de l'Occident.
allons apprendre à côté. 69 millions d'électeurs, moi je crois que sincèrement, ça mérite le déplacement. Et je n'ai pas entendu, sauf s'il y a des informations qui m'ont échappé, que nous avons des observateurs là-dessus. Donc je crois que... L'Union africaine a envoyé une délégation. Vous parlez de l'Union africaine, Charles parle bien du Cameroun. Allez-y, les Camerounais font partie de l'Union africaine. On parle du Cameroun parce que non, je crois qu'il faut comprendre que le Nigeria, c'est un pays vaste. C'est aussi un pays un pays à paradoxe quand même. Hein. On dit que c'est un pays qui, effectivement, est la première puissance africaine. C'est aussi un pays où il y a une corruption inadmissible. Hein. Vous savez, quand vous êtes au Nigeria, hein, on dit souvent que les policiers au Cameroun sont très corrompus. Au Nigeria, c'est pratiquement toute la police qui est complètement corrompue. Hein. Donc, quand vous sortez de l'aéroport, on est prêt à vous racketter pour 10 francs, pour 50, etc. Donc, je vous en prie. Oui, je sais que vous défendez les intérêts du Nigeria, mais nous, on est au Cameroun. Oui, alors, nous, on est au Cameroun ici. Nous, on est au Cameroun ici, et donc, vous permettez que je développe ma pensée, s'il vous plaît. Merci. Alors donc vous savez, on est dans un pays complètement corrompu, hein, où effectivement c'est ce qui on constate aujourd'hui avec l'armée nigériane qui n'arrive pas à venir à bout d'une nébuleuse, enfin des petits voyous de Boko Haram. Ça c'est inadmissible déjà. Ça montre un peu le délitement social. Justement, le président tchadien Idriss Déby a tensé pratiquement Goodluck Jonathan, estimant qu'il regardait ailleurs alors que des milliers de personnes étaient en train d'être tuées au nord-est du Nigeria. Bien entendu. Vous le percevez comme ça? Donc vous estimez que l'armée nigériane a quelque chose à voir? Bien entendu. Est-ce que vous ne pensez pas que Boko Haram est suffisamment équipée, suffisamment forte pour tenir tête à l'armée nigériane? Non, je ne pense pas, parce que quand on regarde en fait, tous les stratèges, tous ceux qui ont étudié, notamment ceux d'Europe, là, qui connaissent bien Boko Haram, c'est pas une armée dont on dit qu'elle peut en mesure effectivement d'occuper 1 ou 2, 3, 4, 5 villages, etc. Oui, mais c'est juste une gens qui ont profité un peu de cette corruption au Nigeria pour occuper les espaces des espaces dans ce pays. Alors donc, moi je pense que du fait de la faiblesse même de ce géant au pied d'argile, effectivement, il a proliféré sur ces méandres, effectivement, cette incapacité à résoudre des problèmes et du fait aussi de des problèmes sociaux qu'il y a là-bas. Vous savez, au Nigeria, vous avez pratiquement 0,0% des gens qui ont pratiquement toute la richesse du pays. Alors, on va permettre à Christian Massouma de dire un mot sur la question en 1 minute. Oui, je vais pouvoir m'exprimer sur la question parce que moi, j'ai l'impression que malheureusement, le contexte sécuritaire au Nigeria a occulté le bilan économique que Smith a évoqué tout à l'heure. C'est sous Goodluck Jonathan que le Nigeria est devenu la première puissance économique d'Afrique. Et moi, je ne suis pas d'accord que les problèmes de corruption tels qu'ils ont été mis en avant par M. Akam soient d'actualité au Nigeria. Sinon, avec les indices que nous avons essayé de... Non, j'y étais. M. Akam, permettez que je puisse m'exprimer. Moi aussi, j'y ai souvent été, donc permettez que je puisse m'exprimer. Je pense que le Nigeria a fait beaucoup d'efforts sur ce plan. Malheureusement, aujourd'hui, le président Goodluck Jonathan traîne cette histoire de Boko Haram, et là, je vais un peu le rejoindre comme un véritable boulet. Parce que moi aussi, je m'interroge sur la capacité, avec les moyens matériels et humains que l'armée nigériane dispose, qui ne puisse pas quand même efficacement conduire la lutte contre Boko Haram d'une certaine manière. Parce que quand on regarde les succès engrangés aujourd'hui par l'armée nigérienne, qui, à côté de l'armée nigériane, franchement, excusez-moi, la comparaison ne peut pas tenir la distance, mais arrive à reprendre les bastions de Boko Haram au sein du territoire nigérien. Quand on regarde l'efficacité de l'armée tchadienne, on est légitimement en droit de se poser la question sur les missions véritables de l'armée nigérienne pour la lutte contre Boko Haram. Il y a eu des bisbilles avec le Cameroun. Tout le monde sait quel a été le contexte dans lequel les négociations ont été menées à Paris pour pouvoir essayer de coordonner les efforts et les actions des gouvernements qui sont impliqués dans cette lutte aujourd'hui contre cette nébuleuse qu'est Boko Haram. Mais la réalité, c'est qu'il sera difficile que Goodluck Jonathan, qui a été élu pour assurer l'intangibilité des frontières du Nigeria, la sécurité du Nigeria, puisse traîner un bilan de 13 000 morts en 6 ans,
quel que soit son bilan économique. Donc cet enjeu, l'enjeu principal de l'élection au Nigeria, ça sera un enjeu sécuritaire. Il faut que le Nigeria retrouve un peu d'allant en matière et des inégalités sociales, Oui, hein. Il y en a certainement. Mais que Idriss Déby, le pylône, justement, en la veille des élections, est suspect quand même. Non, pas pour les élections. Idriss Déby, c'était sur le plan sécuritaire, c'était pas pour... Oui, mais c'était à la veille des élections. Mais le problème que malheureusement on a passé du temps, je pense que Idriss Déby ne peut pas parler, il n'est pas un ange sur le problème de Boko Haram. Et puis deuxièmement, les problèmes sécuritaires au nord du Nigeria. C'est lui qui sauve les Nigériens. Non, les problèmes sécuritaires au nord du Nigeria est vieille comme le Nigeria elle-même. Donc il faudra voir. Donc c'est quelque chose que il ne faut pas prendre les choses d'une manière superficielle. Mais c'est pas avec la même ampleur, c'est pas les mêmes problèmes aujourd'hui, c'est pas la même problématique. Ce n'est pas la même chose, mais le Nigeria c'est vrai que en 66, 153, même dans les années 80. Il ne faut pas que parce qu'aujourd'hui on a l'air de la nouvelle technologie, qu'on en fasse un peu de trucs. Je pense que aucun pays au monde ne serait pas content d'avoir un voisin qui a des difficultés. Le Cameroun doit aider le Nigeria et c'est vice-versa. Le Tchad également. Et le Tchad. Merci à vous, très cher monsieur. Merci à vous, Christian Massoma. Nous remercions également à Ellie Smith. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci, Hervé Yakam. Et merci également à vous, Charles Mongué-Mouyeme. Madame, monsieur, nous vous disons également merci d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Merci de rester avec nous. À dimanche prochain. Au revoir.